Vous êtes de plus nombreux à me poser la question de savoir comment obtenir un emprunt bancaire, votre premier crédit immobilier. Peu importe si vous achetez votre résidence principale, si vous voulez faire du locatif ou même une résidence principale hybride, on en parlera d'ailleurs dans la vidéo. Dans un premier temps, sachez une chose, vous allez rentrer dans une banque pour chercher un partenaire financier. Quand vous rentrez dans la banque, la première impression que vous allez donner au banquier peut avoir un impact très important. Si vous rentrez dans la banque avec la casquette, alors moi je m'en fiche, je suis dehors, je fais une vidéo, je suis au soleil, tout va bien. Peut-être avec un jogging troué, forcément vous allez laisser une mauvaise impression au banquier. Rappelez-vous que vous êtes en face d'un humain. Et un être humain, il a besoin de créer de la confiance. La confiance justement pour devenir associé partenaire sur votre première opération immobilière. Rappelez-vous des codes simples, soyez à l'heure, respectueux, souriant, à l'écoute et essayez d'avoir une communication qui est assez claire. Une fois que vous avez fait ça, peut-être vous allez gagner la confiance du banquier et qui va bien vouloir vous écouter votre projet. Et donc, deuxième étape, il va rentrer des informations dans une machine qui s'appelle un ordinateur. Quand vous regardez les règles de financement bancaire, que je vais donner après la plupart dans la vidéo, sachez une chose, de 0 à 200 000 euros, ce n'est pas l'humain qui décide. Donc, soyez en capacité de lui donner confiance dans un premier temps. Et dans un second temps, toutes les données, les règles que je vais vous parler juste après, c'est l'ordinateur qui va décider s'il souhaite vous prêter ou pas de 0 à 200 000 euros d'emprunt. Au-delà de 200 000, l'humain reprend la main, donne son avis sur les décisions, et donc je vais aussi vous donner les détails, justement, qui vous permettent de vous mettre en avant votre projet pour justement obtenir à 100% votre crédit. Troisième petit point, si j'en ai un juste avec ça, c'est votre projet, la qualité de votre projet, la façon dont vous le présentez, ça peut être aussi déterminant. Forcément, de 0 à 200 000, vous achetez un appartement, votre projet, il n'est pas exceptionnel. En général, l'argent vient facilement, mais il y a des fois des cas de figure où votre projet est différent, il est plus important, il va apporter des revenus locatifs. La façon dont vous allez le présenter au banquier peut avoir un impact énorme, très conséquent, justement, sur l'obtention ou non de ce prêt bancaire. On commence avec les deux premières règles les plus importantes. Je vous liste d'autres choses très importantes à respecter pour avoir ce crédit et après je vous donnerai les erreurs à éviter, à ne surtout pas faire, qui sont des vrais red flags justement pour le banquier. Dans un premier temps, normalement vous n'êtes pas sans savoir que vous devez avoir des revenus. Ça c'est une chose que beaucoup ne veulent pas comprendre. Vous êtes face à un banquier qui va peut-être vous prêter une somme d'argent conséquente, 100 000, 200 000, 300 000 euros ou plus. Et lorsqu'on vous prête cette somme d'argent, le banquier, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir si vous êtes solvable ou pas. Pour vous financer, il veut savoir si vous allez rendre l'argent ou pas. Mettez-vous à sa place. À qui même dans vos potes, vous prêteriez 200, voire 1000 euros, voire 2000 euros? Est-ce que vous pensez qu'il va vraiment vous les rendre ou pas? Si vous savez que c'est un pote qui est tout le temps en train de dépenser sa thune dans n'importe quoi et qu'il est tout le temps en train, de faire des crédits à la consommation, il n'a pas les moyens, il vit au-dessus de ses moyens, forcément, derrière, vous n'avez pas envie de lui prêter de l'argent parce que vous n'êtes pas sûr qu'il va vous le rendre. Ce n'est pas une personne de confiance, en tout cas au niveau mathématique et financier. Donc, vous devez apporter la preuve au banquier que vous avez des revenus, tout simplement. Une fois qu'on a pris en compte ces revenus, qui sont vos revenus du travail, peut-être entrepreneurial, on va aller regarder la capacité que vous pouvez emprunter. Le deuxième point très simple, règle fondamentale de la banque ne doit pas vous prêter plus de 35% de la somme que vous empruntez. Alors, vous verrez toujours, oui, il y a des dérogations. Évidemment, il y a des dérogations. Mais vous allez voir après pourquoi moi les dérogations, je m'en fiche complètement dans la première acquisition immobilière. Si le banquier vous dit c'est 35%, ne demandez pas plus. Restez entre 0 et 200 000, vous aurez votre crédit à tous les coups. Si vous êtes dans d'autres cas de figure, on va en parler après, il y a des méthodes et des stratégies pour justement aller un peu plus loin avec ces règles-là. Mais vous voulez votre crédit à tous les coups, faites ce que je vous dis. Mettez aussi en face, le troisième point, 10% d'apport. Si vous amenez 10% d'apport, que vous êtes dans les 35% d'endettement, vous êtes entre 0 et 200 000 euros, la banque ne peut pas vous refuser votre crédit. Vous pouvez avoir un mauvais scoring bancaire, normalement vous devez avoir votre crédit. CDI, dans les 35%, 10% d'apport. Donc ça veut dire que si vous avez un bien à 100 000 euros, vous devez mettre 10 000 euros de votre poche.
Pour toutes les personnes qui disent oui, pourquoi, moi je suis pas dans cette situation-là, malheureusement, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, dans un premier temps, faites en sorte d'être dans cette situation-là. Trouvez du travail, trouvez un CDI, restez dedans, économisez de l'argent et ayez de quoi acquérir vos 10% d'apport. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, comprenez bien, mettez-vous à la place du banquier que, il soit normal qu'il n'ait pas envie de vous prêter de l'argent. Moi, personnellement, je suis désolé, je suis honnête, transparent, je ne prêterai pas de l'argent à des gens qui ne sont pas finançables. Et je pense que vous feriez de même. Peut-être même que vous ne me prêteriez pas d'argent parce qu'on ne se connaît pas. Donc mettez-vous à la place du banquier. Si moi je vous demandais de l'argent, qu'est-ce que vous auriez envie d'avoir en face comme garantie, comme information sur moi pour être sûr d'avoir confiance que je vais vous rembourser. Ensuite, si je continue avec le sujet, on pourrait mettre en place des stratégies. Des stratégies justement pour augmenter notre capacité d'emprunt, augmenter nos revenus, dépasser les 35% et ainsi de suite. Notez une chose avant ça, le budget moyen des Français est de 27%. Le budget du logement des Français est de 27%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un Français en moyenne en France, s'il gagne 1000 €, il dépense 270 € dans le fait de vivre chez lui, que ce soit du locatif ou propriétaire. C'est une moyenne évidemment, et ça dépend des zones géographiques, mais c'est une moyenne. Donc si vous gagnez 2000, ça devrait représenter 440 270, 27% sur 1000, 440 sur 2000 €. Si vous empruntez 30 ou 35%, vous dépassez les 27%. On est d'accord. À cela, vous allez ajouter taxes foncières, charges de copro et ainsi de suite, et vous allez exploser ce budget. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec un budget qui dépasse 40-50%? C'est une question qu'il faut se poser. Et donc, en face, on peut justement mettre des stratégies pour justement augmenter nos revenus, pour éviter de se retrouver dans une situation où on se sent un peu étouffé à la gorge au niveau financier. Avant donc de parler des stratégies, je vais vous parler de ce qu'il faut faire, mettre en place, donner à la banque en garantie justement pour pouvoir obtenir plus facilement justement ce crédit. Dans un premier temps, trouver ce qu'on appelle une putain de bonne affaire. La majorité des gens avec qui je discute, mes amis, les gens que j'accompagne, ne comprennent pas cette phrase, une putain de bonne affaire. Tout ce que vous voyez sur le Bon Coin, ce sont des biens qui n'ont pas trouvé preneur lorsqu'ils ont été mis sur le marché tout de suite. Donc, ce n'est pas une bonne affaire. Pourquoi ? Parce que c'est le prix du marché. Voire des fois c'est un peu au-dessus du prix du marché. Et même si vous négociez un petit peu le prix du marché, de 5%, au final, si vous metteriez votre bien en ligne, vous dites bien, ok, j'ai une marge de négociation, peut-être 5, peut-être 10%, ça me fait chier, mais c'est ok. Et en face de vous, les gens font pareil. Donc si vous avez négocié 5 ou 10% sur un bien, qui était affiché en ligne, c'est que vous n'avez pas fait une bonne affaire. Pourquoi trouver une bonne affaire ? Trouver une bonne affaire, ça vous permet de quoi ? Vous avez acheté vraiment moins cher que le prix du marché. Vous allez peut-être pouvoir faire des travaux, le valoriser, le vendre beaucoup plus cher. Quand vous allez voir la banque, elle va se dire, ok, là on a quelqu'un qui a trouvé un bon produit. Si on veut le financer et qu'il a un problème, il va peut-être pouvoir vendre du coup cher son bien, récupérer une grosse partie de cash qui va aider à payer le crédit. Donc là on est dans le cas le plus défavorable si vous n'êtes pas solvable une fois que vous avez votre crédit. Vous n'arrivez plus à le rembourser. Ça rassure la banque de savoir que votre bien immobilier vaut beaucoup plus que la valeur du crédit. Donc soit il y a des gens qui mettent énormément d'apports, ça rassure la banque, mais bon, c'est pas une stratégie mathématiquement intéressante pour nous en tant que demandeurs de financement. 10% c'est déjà très bien, et aller au-delà c'est dommage, sauf dans certains cas de figure, on va le parler avec les stratégies après. Et donc, on essaye d'avoir une putain de bonne affaire, moins 20, moins 30, moins 40% en dessous du prix du marché. Des fois, on se dit, ouais, mais les vendeurs de rêves sur Internet, les vendeurs de rêves vendent du rêve, on est d'accord, mais si vous êtes patient, ces moins 30%, vous allez les trouver. Il y en a, je dis pas partout, il faut juste être patient, il faut discuter avec les bonnes personnes, ayez plusieurs agents immobiliers à contacter souvent, discuter avec vos voisins, et vous allez voir que souvent ces affaires-là, elles se trouvent des fois dans les murs de l'immeuble. Moi, j'ai acheté 2 appartements dans le même immeuble, donc un premier qui m'a permis de rencontrer des gens dans l'immeuble, qui m'a permis de savoir qu'une personne vendait son appartement que j'ai acheté. Le prix exact c'est quoi ? 139 000 €, frais d'agence compris 146 000 € pour un 77 m² sur Chambéry. Je vous laisse faire les calculs au prix au mètre carré, on doit être dans les 1700 et des brouettes.
alors qu'on est sur une zone géographique à 2500 du mètre carré. Donc on est sur un prix qui est imbattable, qui m'a permis d'absorber justement le coût des travaux en partie et d'aujourd'hui de pouvoir vendre avec une super plus-value. Ce sont des produits qui existent, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je suis sur un appartement, la même chose sur les maisons. Trouver quelque chose qui a un petit problème, un petit défaut, quelqu'un qui a envie de vendre vite. Là c'était le cas d'une succession par exemple, c'est les meilleures affaires. Quelqu'un qui est en divorce, voilà, je vous donne un exemple parmi d'autres qui fonctionne, il faut juste être patient. Une fois que vous avez trouvé votre putain de bonne affaire, vous l'avez présenté à votre banquier, il est plus enclin à vous prêter. Présentez-lui aussi un budget cohérent. Qu'est-ce que c'est un budget cohérent ? Aujourd'hui, vous avez des revenus, vous avez des dépenses. On a parlé des 27% du logement français. Montrez que vous êtes peu dépensier, vous avez faible budget logement. Montrez que vous avez la capacité d'avoir des gros revenus, des revenus qui augmentent, que vous avez de l'épargne, que vous investissez votre argent. Dans le cadre du budget, dans les stratégies, j'en glisse une au passage, vous pouvez très bien vous dire que dans votre résidence principale, il y a quelque chose que vous avez loué. Si vous louez une partie de votre résidence principale, on parlera des stratégies après, concrètement, mais admettons, vous louez votre bureau à votre société, parce que vous êtes entrepreneur, vous louez une chambre en Airbnb, par exemple, ou le logement entier quand vous n'êtes pas là en vacances, plein de stratégies comme ça, eh bien, vous augmentez vos revenus. Et quand j'augmente mes revenus, j'augmente ma capacité d'épargne ou de financement, je diminue mes dettes et la banque est plus encline à me prêter, voire même me prête sur ce bien-là, elle me prêtera sur un prochain. Vous n'êtes pas obligé d'aller investir à l'autre bout de la France pour faire du 12%, vous pouvez le faire chez vous, d'une manière beaucoup plus simple et facile à gérer que d'aller faire des immeubles de rapport je ne sais pas où et on ne sait pas comment est-ce qu'on va les revendre parce qu'on ne connaît pas du tout le marché. Alors que chez vous, dans votre secteur géographique, c'est beaucoup plus simple de l'analyser et justement d'avoir des opportunités. Le dernier point par rapport à ça, c'est de préparer votre dossier. Préparer votre dossier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que faites un petit, pas un PowerPoint, mais faites un petit truc avec des fichiers Word où vous allez montrer visuellement au banquier que vous savez ce que vous faites et que pour lui c'est facile de comprendre. Parce que vous pouvez arriver et barboter des mots et on ne comprend rien à ce que vous racontez parce que vous n'êtes pas en confiance en vous, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, alors qu'une fois que vous avez fait votre dossier, le banquier le lit rapidement. Vous mettez des photos. Vous mettez les devis des travaux potentiels, vous mettez éventuellement l'estimation locative, dont je parle depuis tout à l'heure, vous mettez éventuellement l'estimation du prix de revente qu'un agent immobilier peut faire très simplement. Les agents immobiliers, ils ont tout intérêt à vous donner ces estimations locatives ou de revente. Pourquoi ? Parce que ça vous aide à financer votre bien. Ils le savent, ils peuvent même des fois exagérer un peu de 5-10% ce que vous allez demander. Donc pensez-y, ça ne coûte rien du tout. Mettez aussi votre budget, votre tableau de budget là-dedans, montrez que vous êtes solide, finançable, que vous faites vos comptes. Et si vous ne les faites pas encore, commencez à les faire et vous allez voir qu'une fois que vous avez pris le rythme, ça va vous aider justement dans votre vie perso. Avant qu'on parle des erreurs à éviter, qu'il ne faut surtout pas faire justement parce que ça peut vous causer du tort et que le banquier refuse, eh bien parlons justement de stratégie, on l'a rapidement évoqué. Donc, pour moi, les stratégies de résidence principale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essayer d'acheter un bien que l'on va, dans lequel on va essayer de créer une plus-value pour pouvoir le vendre facilement si on en a besoin, et donc le banquier est plus enclin à nous prêter, et nous avons aussi la possibilité d'augmenter nos revenus en louant une partie. Vous avez des gens, par exemple, ils ont acheté une maison, ils ont une piscine qui coûte 30 000 € annuels dans les frais de nettoyage, d'électricité pour chauffer la piscine, de chlore qu'on met dedans et ainsi de suite, de l'eau qu'on met dedans tout simplement. C'est des sommes qui sont astronomiques. Et donc, quand vous louez votre piscine à des particuliers dans la journée, quand vous êtes au travail par exemple, vous pouvez vous faire des revenus complémentaires tout simplement. Et il y a des personnes comme ça qui sont 1 000 € par mois, peut-être plus. Et même si vous récupérez que 200 ou 500, en fait, c'est des compléments de revenus qui vont vous permettre justement soit d'obtenir le crédit que vous n'avez pas encore, parce que vous rêvez de cette maison avec la piscine, mais que vous n'avez pas forcément le budget aujourd'hui, soit éventuellement de vous aider à vous créer une épargne pour acheter un prochain bien immobilier. Tout est envisageable à partir du moment où vous êtes organisé. Si vous voulez connaître plus de stratégies, j'ai donné quelques idées ici, j'ai des vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je ferai d'autres vidéos sur la chaîne à ce sujet-là, et je vous mets un lien dans la description où je parle justement de la stratégie que moi j'utilise aujourd'hui. Au niveau des erreurs à éviter, pour moi c'est assez simple.
On a parlé tout à l'heure de budget. Vous devez être dans un bilan comptable positif. À la fin du mois, il vous faut plus d'argent qu'au début. Parce que si vous êtes à la demande d'un emprunt au-delà des 200 000 € et que l'ordinateur voit clairement que chaque mois vous avez moins d'argent, que vous avez des agios, des retards de paiement, et bien là, le banquier ne pourra pas, c'est pas qu'il ne souhaitera pas, c'est qu'il ne pourra pas vous prêter parce que ça fait red flag complètement. Si vous avez des crédits à la consommation, des crédits à la consommation parce que voilà, je sais pas, vous avez envie d'acheter une nouvelle télé, que vous n'avez pas l'argent sur votre compte et que vous faites un crédit à la conso, vous avez des intérêts exorbitants à payer, vous payez beaucoup plus cher votre télé et en plus, si vous faites un crédit, c'est que vous n'aviez pas les moyens de l'acheter. Donc si vous achetez quelque chose que vous n'avez pas les moyens de vous acheter, c'est pas un bon gestionnaire. Il n'y a que sur le logement que ça peut avoir un impact positif parce que dans 20-25 ans, quand votre logement est payé, et bien derrière, votre coût de la vie, votre coût du logement diminue drastiquement et donc pour votre retraite, ça peut être très favorable. Voire éventuellement, si vous vendez en cours de route avec une plus-value, vous allez ressortir avec plus d'épargne. Ça s'appelle un actif qui vous permet d'augmenter votre patrimoine. Alors qu'à l'inverse, une télé, une voiture, un frigo, ce que vous voulez, ça a plutôt tendance à dépérir dans le temps et vous n'allez jamais pouvoir le revendre plus cher que vous l'avez acheté. Montrez que vous êtes un gestionnaire d'actifs et non de passifs. Si vous avez plein d'abonnements, des Netflix, des Spotify, des choses comme ça, oui, ça fait plaisir. Mais imaginez toutes ces sommes que vous dépensez tous les mois, l'ordinateur le voit, le récurrent, et se dit que c'est de l'argent que vous ne pouvez pas avoir pour épargner ou si vous avez un besoin, un pépin. Il est mieux de diminuer ces abonnements, voire de n'avoir plus aucun. Ça augmente votre scoring bancaire et donc ça peut vous aider si vous êtes dans des cas de figure pour emprunter plus ou si vous peut-être que vous n'avez qu'un CDI aujourd'hui, vous n'avez encore pas le CDI, mais ça permet d'augmenter votre scoring bancaire. Dernier point, si vous avez plusieurs banques, vous êtes multi-bancarisé, en général les banques n'aiment pas trop parce que vous pouvez facilement passer de l'une à l'autre. Essayez dans le domaine du possible de simplifier, de clarifier, de montrer le moins possible de banques. N'en montrez qu'une, celle que vous avez avec votre banque, ou peut-être dans votre banque dans laquelle vous n'avez pas des comptes très sains, vous allez créer un autre compte bancaire dans une autre banque, attendre 3 mois, ne plus faire de virement entre les différents comptes et repartir à zéro dans une nouvelle ère dans laquelle vous êtes un bon gestionnaire de fonds et dans laquelle, dans cette nouvelle banque, le banquier pourra avoir confiance en vous parce que vous partez d'une page blanche. Ce n'est pas les pots cassés qui traînent derrière vous d'une certaine manière. Amenez de la clarté au banquier. En plus de votre tableau de budget, amenez de la clarté sur votre compte bancaire. Je vous ai dit toutes ces choses-là pour vous aider à obtenir un crédit bancaire. Si vous galérez de votre côté, à réfléchir à la stratégie, à trouver un bien, je l'ai dit, abonnez-vous, j'envoie plein de vidéos. Il y a toujours la vidéo dans laquelle je parle de stratégie qui est dans le lien dans la description, allez voir ça. Vous me faites des retours en commentaire et j'essaye de vous apporter le maximum de valeur à chaque vidéo. C'était Valentin, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!